Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez pour ce troisième bavardage de femmes, papotage de filles, causerie autour de la maternité, la naissance et la grossesse avec toujours ma copine hypnothérapeute Alice et moi-même Camille. Et nous allons toujours essayer dans cette troisième émission de vous aider, vous donner des clés pour vivre votre grossesse, l'accouchement et maintenant faire face à son bébé qui vient d'arriver le plus agréablement possible et faire face au fur et à mesure aux problèmes qui arrivent. Donc, bonjour Alice. Salut Camille. Et bonjour à tous. C'est chouette de vous retrouver aujourd'hui. Si vous avez entendu les deux premières émissions, la première émission était sur la préparation de ma première grossesse. Tout le processus, le cheminement. Voilà, de la grossesse. La deuxième émission était juste sur l'accouchement de Maloé, qui a quand même duré 1h30. Enfin, enregistré 1h30, donc c'est un gros beaucoup d'infos. Et maintenant, je vais vous raconter comment faire face à un petit bébé pour la première fois. Parce qu'il y a une grande différence quand c'est ton premier bébé, ou que c'est ton deuxième, ou troisième, ou quatrième. C'est pas du tout pareil, et bien évidemment. La découverte. La découverte, exactement. Donc, n'hésite pas, Alice, à intervenir quand tu sens que tu as un truc qui vient Avec plaisir. Ouais, voilà. Ne pas hésiter. Alors, je fais un saut dans le temps. Donc, me voilà à 25 ans. On est donc le 3 juin de 99 et je suis avec mon petit bébé dans les bras chez ma mère. Donc, j'habite toujours aux Canaries sur mon bateau. Et j'étais venue juste pour accoucher en France, que c'est ça me simplifiait la vie. Mon bonhomme est reparti, donc ça fait 10 jours à peu près après la naissance de Maloé. Mon bonhomme est reparti et me voilà toute seule avec mon bébé sous le bras, quand même chez ma maman, on va dire. Donc, les premiers temps, ce quoi j'ai dû faire face, c'est l'allaitement, mettre la mise en route de l'allaitement. On a parlé dans le dernier de l'utérus qui se resserrait pendant les contractions, donc on ne va pas y revenir parce que ça ne dure que, on va dire, 5-6 jours après l'accouchement. Ensuite, donc l'allaitement. Donc tu avais préparé tes tétons. J'avais tout préparé, mes tétés. Là, il y avait Maloé qui mangeait bien. Et j'expliquais un petit peu dans aussi l'épisode numéro 2 comment bien caler le bébé la nuit et se positionner pour que ce soit le plus simple. Pour pas qu'il y ait de gerçure. Voilà, qui ne tire pas sur le sein de travers. Exactement, que ça se passe bien. Donc moi, j'ai jamais eu de vergeture, de crevasse, de gerçure au niveau des seins. Jamais. Dans les 4. Ensuite, juste là, une idée qui me vient à l'esprit, c'est rigolo parce que j'aimais pas du tout mes seins avant d'avoir des bébés. Je trouvais que le téton, il n'était pas du tout joli, pas formé, et après, il était tout joli, tout formé. Donc, j'ai perdu un bonnet quand même. J'avais déjà pas beaucoup. Je faisais un 85B que je remplissais en gonflant le torse, et puis je suis tombée à un 85A. Donc il y a des femmes qui bizarrement Tu veux dire après tous tes allaitements, les 4 ? Dès la première. Pouf, dès la première, c'est tombé, il y a une transformation. Une transformation où j'ai perdu un demi-bonnet de poitrine. Mais il y a des femmes qui me disent qu'elles gardent. Donc ça, une poitrine identique. Ouais, ou voire plus. Donc là, c'est pas la règle. Mais bon, c'est pas grave. Juste pour dire que moi, je trouvais que mes seins étaient plus petits, mais vachement plus mignons. Donc ça, j'étais contente. Parce que la transformation a perduré, du coup. Ah bah oui, le bout du téton était formé, était fait, et donc impeccable. Très joli. Il y a des avantages. Voilà, il y a des avantages, exactement. Et puis, on reparlait aussi par rapport à l'allaitement, de fait de mincir. Oui. Très important, Ouais, ça c'est super, parce que effectivement, pendant la période de grossesse, le corps va avoir tendance à engranger. Et peu de femmes savent ça, donc c'est vraiment important de le dire. Qu'on fait des réserves.
Et qu'elles sont déstockées grâce à l'allaitement aussi. Et voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'on crée des réserves, c'est pour, en cas de pénurie, pouvoir nourrir ton bébé. Donc, en même temps, il faut faire très attention parce qu'on vit à l'heure actuelle dans des civilisations où on mange trop riche. Et du coup, si vous prenez trop de kilos avant la grossesse, même si vous allaitez, vous allez avoir beaucoup de mal à les perdre parce que votre alimentation, elle ne va pas tellement changer. On n'est pas vraiment en pénurie. Donc, oui, d'ailleurs, dans la deuxième émission, tu nous disais que tu mangeais un peu de tout, tu ne t'interdisais rien, mais du coup, il n'y avait pas d'excès non plus au niveau du sucre, au niveau des mélanges gras, tu faisais hyper gaffe à la qualité. Exactement, je savais que je ne voulais pas me laisser aller. Parce que si tu pars sur la pente de « puisque je suis enceinte, je peux tout me permettre », en fait, tu surcharges ton corps de travail de digestion, de travail de stockage, et c'est pas bon pour toi, ta santé, et encore moins pour le bébé. Alors oui, alors toi tu y es arrivé très bien, il y a des femmes effectivement qui ont plus de difficultés et c'est une période où les obsessions alimentaires peuvent ressurgir et voilà, donc à ce moment-là c'est bien de l'observer pour pouvoir le traiter et de ne pas se laisser aller dans un j'y arrive pas, je gère plus rien du tout et je me laisse dépasser par des obsessions alimentaires ou j'essaie de contrôler, du coup je suis dans la souffrance parce que c'est des choses qui peuvent se régler assez facilement. Voilà, donc si vous sentez que c'est votre cas, contactez Alice Turquet, elle travaille avec ces genres de problématiques qui, je sais, mais moi j'ai bien vu sur une de mes sœurs aussi, elle a pris 30 kilos. Pas subir en fait, ne pas se laisser dépasser en disant qu'on n'a pas d'autres solutions et qu'on ne voit pas les solutions parce que des solutions, il y en a. Voilà, ouais, tout à fait. Il y a plein d'outils qui peuvent aider. Parce que si vous décompensez à ce moment-là, au moment de la grossesse, ça veut dire que vous avez déjà un problème relationnel vis-à-vis de la nourriture qui vous remplit. Et là, ça va être décuplé. Et qui émerge à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est décuplé. Qui est décuplé. Et après, le souci, c'est que vous risquez d'en vouloir ou à votre bonhomme qui a voulu un bébé, ou à votre bébé d'avoir transformé votre corps d'une manière que vous n'aimez pas. Mais vous êtes responsable à 100% de votre corps, personne d'autre. Mais par contre, on est responsable de ce qu'on ressent et de nos émotions. Et de comment on les comble. Et effectivement, quand vous avez des sensations d'être abandonné, d'être tout seul, d'être vide, je sais pas, après, c'est chacun et chacun. D'être dans une insatisfaction qui crée un appel du sucre, parce qu'on le sait, le sucre agit sur le cerveau au niveau des récepteurs aussi de dopamine, d'hormones de récompense et de satisfaction. Donc le raccourci peut être très très vite fait et pas forcément conscientisé. Ouais. Du coup, une femme cherche de la satisfaction, là, une vie qui est en pleine transformation, un équilibre à retrouver, une relation avec le compagnon qui est parfois ce qu'elle est, avec des hauts, des bas. Donc voilà, c'est important de voir que oui, c'est un raccourci qui peut être très vite trouvé, mais ne pas s'enfermer là-dedans parce que les conséquences peuvent être difficiles. Et oui, puis comme tu dis, il y a moyen de trouver des solutions. Oui. Ça, c'est génial. Ne pas se sentir seul, isolé, et puis de ne pas culpabiliser non plus. Oui, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à aller voir Alice. Elle a des outils à vous proposer. Et il y en a plein d'autres aussi, bien sûr. Plein d'autres outils. Allez vers l'outil qui vous appelle. Voilà. Ouais. Que vous sentez, écoutez-vous dans tous les cas. Ouais. Donc ça, c'est valable effectivement toute la période. C'est ça, on revient un peu au même. C'est toute la période de grossesse est vraiment révélateur de soucis en dessous qu'on peut avoir. Oui, du terrain qui était déjà là et du coup... Et que ça amplifie. Oui, complètement. Donc profitez de la vague à vous dire « Ah, là, il y a un truc qui ne marche pas bien. Allez, j'ai pris la décision de régler ce problème-là pour moi. » À travers ça me servira après voilà, aussi. Exactement. Donc oui, au niveau alimentaire, attention, diabète aussi, ça existe beaucoup des diabètes de grossesse. Donc il faut faire super gaffe au sucre. Voilà. Donc oui, moi j'avais bien fait gaffe. Donc je me retrouvais avec ma taille super fine, les gros nénés, donc je me sentais très très belle, avec mon bébé sous le bras, à l'alimenter. Et effectivement, plus tu l'alimentes, plus tu mincis. Et le bébé... Parce que tu avais quand même pris quelques kilos ou pas du tout? J'avais pris 10 kilos. D'accord. Je m'étais fixé un objectif de 1 kilo par mois. D'accord. Et on parle souvent, poids du bébé, tout ça, on essaie de faire des ratios.
pour calculer la prise de poids de la mère, mais en même temps soustraire celui du le bébé. poids du bébé, le Oui. liquide amniotique. Oui, bah ça, je sais pas du tout. Ok, Je sais pas, j'ai pas du tout. C'était pas dans les calculs, hein. bien C'était sûr. juste. Mais du coup, en allaitant, il y a quand même quelques kilos Oui, confondus. qui ont fondu, Voilà, qui tout à sont fait. dissous. Qui sont dissous, exactement. Là où j'ai pris le plus de kilos, c'était pour ma deuxième, pour mon Andrea. Mm. Pour Andrea. Mais parce que, en fait, j'ai vécu une partie de. Enfin, je vous raconterai ça plus tard, mais juste parce que j'étais très sédentaire, Mm. contrairement aux trois autres. Où j'ai pas tellement bougé, j'étais enfermée dans un appartement, c'était en Belgique, il y avait de la neige partout, il faisait trop froid pour sortir, et donc j'ai un peu, et j'ai, comme tu dis, un peu compensé sur la bouffe. Mais j'ai dû prendre, allez, 13 kilos, ce qui était pour moi beaucoup. Mm. Voilà. Et puis c'était un gros bébé. Donc voilà, on suit l'histoire de l'allaitement. Donc j'ai eu, moi, un souci par rapport à l'allaitement, que je croyais être un souci par rapport à l'allaitement, parce que en étant chez ma maman, au bout de 10 jours, bah, mon bébé a commencé à pas mal pleurer. En fait, avec du recul, ce qui s'est passé, c'est que moi, tant que je l'avais contre moi et que je bougeais avec lui, j'avais un grand foulard porte-bébé où je le mettais quasiment tout le temps contre moi. Et ma maman m'a dit, c'était très traditionnel de la famille, euh, tu ne dois pas tout le temps porter ton bébé, tu dois la laisser quand elle dort dans son lit, sinon tu vas en faire une enfant gâtée. Donc j'allaitais mon enfant, je la posais dans le lit quand elle était en train de dormir. Un des torts que j'ai eu, que j'ai compris beaucoup plus tard, c'est que je faisais pas un rot systématique à mon enfant. Je me disais, ah bah il dort, c'est tranquille, tu vois. Surtout ne pas vouloir le réveiller. Surtout, exactement, surtout ne pas vouloir le réveiller. Grosse erreur, mesdames, à ne pas faire. Parce que du coup, en fait, elle était incommodée par des gaz ou par des trucs comme ça. De l'air. Voilà, de l'air. Et moi, j'avais aussi bêtement pris l'habitude, par facilité, de les endormir au sein, parce que c'est vachement fastoche. Sauf que bah, les conséquences, c'est ni bien ni mal, mais les conséquences sont que votre bébé ne pourra s'endormir après que au sein, parce que vous lui donnez l'habitude de ça. Mm. Donc après, vous êtes une géante tante tétine. Et ça, c'est pour s'en défaire. Ouah, attention, il vaut mieux s'embêter les 3 premiers mois, entre guillemets, à lui donner à boire, la mettre verticale, lui faire un rot, et tout doucement l'endormir et le poser dans son lit et voir quand il s'endort. Bon, bref, moi j'ai toujours galéré avec le sommeil de mes enfants. Je le dis, je ne suis pas forte. Je n'y arrive pas, je n'ai pas la patience d'attendre qu'ils s'endorment parce que je suis une hyperactive et mais je suis en admiration devant des femmes qui, même mon mari là, lui, pas de problème, il peut rester 2-3 heures à endormir bébé quoi. Oh, et ça, c'est mesdames, si vous avez un homme comme ça, c'est cool. Mais moi qui suis toujours un petit peu speedy, pas, ça va, je vais mieux, je sens que je suis moins comment dire, plus en paix avec moi-même, donc moins dans le faire. Mais à l'époque, j'étais tout le temps dans le faire. Et donc, je pouvais pas m'arrêter dans ma journée pour attendre un bébé, quand même. Non. Comment tu faisais du coup? Eh ben, je le mettais au sein et je l'endormais et pouf, je le mettais dans le foulard et puis je continuais ma vie. Donc tu pouvais pas le poser. Eh ben alors, quand je le posais, donc c'est arrivé l'histoire avec ma maman qui me dit faut poser ton bébé, il faut le laisser pleurer et moi, j'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas à entendre mon bébé hurler et à rien faire. Même si éventuellement je savais qu'elle était propre, qu'elle était Ouais, il y a quelque lavée. chose de viscéral là. Oh là 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 là, ça c'est un problème, mesdames, vous allez voir. Quand ton bébé il pleure, peut-être pas chez toutes les femmes, mais moi je sais que jusque 6 mois, 7 mois, quand bébé pleurait, j'avais mes seins qui se contractaient et le lait qui jaillissait, genre au secours, là il faut agir. Et ça me faisait mal à l'intérieur du ventre. D'entendre mon bébé pleurer, il fallait à tout prix que j'arrête que je l'entende plus. Mais j'avais pas le réflexe de m'éloigner parce que je me croyais vraiment très très indispensable. Et je voulais créer ce lien pour le premier. Pour le premier, comme c'est ton premier, quelque part tu as envie d'être indispensable. Ça va combler. D'être dans la fusion du coup. Ouais, ça va combler quelque chose de ton besoin de maternité en fait que tu as attendu et qui est enfin là et que tu combles et que ça y est, tu as ton bébé contre toi et que tu
C'est difficile de donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre, d'être aussi proche, d'être en fusion, que tu sois indispensable. Et moi, c'était un truc comme ça. Mais ça, est-ce que c'est une expérience qu'on peut se permettre de vivre ou vraiment il serait important de rester vigilant sur le fait de pouvoir se maîtriser et essayer d'omettre le côté viscéral, la douleur dans le ventre que ça peut créer? Alors, ce qui est merveilleux, c'est si tu es accompagné par un être bienveillant à tes côtés, qui serait un compagnon qui dirait « Écoute, je m'occupe de bébé, va marcher ». Ça, ce serait le mieux. Moi, je n'ai pas connu ça. Qu'il soit pris en charge. Voilà. Par le numéro 4, les 3 premiers, non, j'exagère un peu. Mais c'était... toute seule, il faut comprendre pourquoi il faut le faire. Et moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi Enfin, tu vois, j'avais pas la notion dans la tête de c'est bon, c'est pas bon. C'était tout dans l'émotion. Et puis se faire violence, se forcer pour aller contre quelque chose qu'on ressent vraiment dans le ventre, c'est assez atroce. C'est dur, tout à fait, oui. Et puis quand tu vois en Afrique que, ma foi, ils ont leur bébé en permanence accroché partout et qu'ils allaient à volonté et que les bébés dorment partout. Voilà, écoute, ça en fait pas des enfants gâtés pour autant. Pas du tout. Ah non, loin de là, en Afrique. Donc là, avec le recul, en fait, ça dépend de votre stade à vous. Ça dépend de... Ce qu'il faut faire attention, c'est à pas se retrouver toute seule à 6 mois à gérer le bébé 100%, ce qui est nourriture et ce qui est... Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais au bout de 6 mois, 8 mois, le bébé nous épuise. Autant au début, ça nous nourrit, ça nous donne de l'énergie, mais au bout d'un moment, c'est trop. Et c'est comme une grenouille qu'on fait chauffer, tu sais, l'eau en dessous, là, ça chauffe, mais tu t'en rends pas compte parce que tu es tellement dedans que tu t'en rends pas compte et tu te fais un gros burn-out parce que tu as été incapable de mettre en place... 6 mois, tu veux dire ça dépend des femmes. Ça dépend des femmes si elles sont comblées par la maternité ou si elles veulent faire des trucs à côté. Ça dépend complètement de chaque femme. Mais moi, de ce que j'ai vu de mes copines, c'est qu'au début, les 3, 5, 6 premiers mois, c'est waouh, trop Donc cool. la fusion, l'exaltation, se donner à fond, à 100%. Où tu vis que à travers ça. Et puis, il y a un moment, ça devient lourd. Tu fais plus rien. Tu sors, t'es que couche, allaitement, manger, bébé, Et là, tu te vides d'énergie. Là, vraiment. Donc, il faudrait arriver dans le mieux du mieux, mettre en place un peu ce que j'ai fait moi avec mon homme pour ma 4e, qui était, dès 3 mois, j'ai arrêté de faire une alimentation systématique de lait maternel et j'ai introduit à l'heure du goûter une banane écrasée avec un petit peu d'orange dans l'alimentation du bébé, qui me donnait à moi une autonomie, c'est comme une batterie, tu sais, écoutez, liée au bébé, de 6 heures, ce qui est génial. Parce que normalement, globalement, on va dire c'est de 3 en 3 heures que le bébé aurait besoin vraiment de manger. Et là, je pouvais aller me faire une balade avec une copine, je pouvais me faire un truc pour moi pendant au moins toute une demi-journée. Et de tirer ton lait, du coup, ça t'est passé par la tête Non, j'ai jamais tiré mon lait. J'ai jamais tiré mon lait parce que j'ai jamais vraiment voulu m'éloigner des bébés, déjà. Non, mais par exemple, pour remplacer la banane écrasée, si ça avait été ton lait que tu avais tiré. J'aime la simplicité. Je vais essayer de faire là où ça me donne le moins de travail. Donc de préparer, tout ça, c'était trop complexe. Ouais, moi, c'est pas mon truc. C'est pas du tout... J'ai jamais essayé, j'ai jamais voulu... Oui, non. J'aime pas les outils. J'aime pas les choses. Je sais pas comment dire. Fallait que ça reste le plus simple possible. Parce qu'après, j'avais jamais eu de frigo, en fait. Comme je vivais en bateau, j'avais pas de frigo. Ici, j'ai pas de frigo. Oui, garder du lait sans frigo... Puis quand est-ce que tu tires le lait, à quel moment avant de partir, mais si tu fais avant de partir, tu calcules ta tétée pour donner au dernier moment la tétée à bébé et tu sais qu'après il peut avoir à manger autrement. Mais c'est super bien, il y a des femmes qui sont tellement contentes de faire ça et que ça libère et que ça fait du bien. Moi, je partais du principe que les 3 premiers mois, j'étais tellement contente aussi d'avoir mon bébé autour de moi que j'étais contente d'être là et d'allaiter bébé.
Et puis jusque 3 mois, ça bouge pas trop, un bébé. Tu l'as. Et tes seins ne tiraient pas trop, du coup, quand tu donnais la banane écrasée, quoi, ou quand le père donnait la banane écrasée? Ah bah ça dégoulinait, hein. Oui, quand même. Quand arrivait l'heure. Mm. C'est aussi quand le bébé dormait longtemps, longtemps. Moi, je réveillais pas mes bébés. Pour leur donner. Ouais. Mais du coup, t'as les t-shirts trempés, quoi. J'avais toujours 2 énormes auréoles sur la poitrine. J'avais beau essayer de mettre des morceaux de tissu pour essayer d'absorber. Bon, il y a un moment, ça coule, c'est pas grave. Ça fait marrer tout le monde. Mais... Et justement, du coup, on peut revenir au 10e jour, là, quand t'es chez ta maman. Alors, à propos du lait, de l'allaitement. Voilà. Donc, on a un peu tout mélangé, mais effectivement, mon bébé pleurait. Ma maman me disait, laisse ton bébé pleurer. Moi, je n'arrivais pas à laisser mon bébé pleurer. Donc, il y avait vraiment eu là une grosse tension intérieure parce que ma maman m'a dit, écoute, je pense que ton bébé pleure parce que ta qualité de lait n'est pas bonne. Puisque dans la famille, traditionnellement, la grand-mère n'a pas eu de lait. Moi, me disait ma mère, je n'ai pas eu de lait, mes frangines n'ont pas eu de lait, donc toi, il n'y a aucune raison que tu aies du bon lait, que les choses soient claires, même si on a des origines normandes. Et en fait, elle m'a mis le doute. Effectivement, elle m'a complètement mis le doute à l'intérieur, à dire oh là 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 là, est-ce que ça vient de là, ça vient pas de là. Donc, comme j'ai essayé de faire pleurer mon bébé, je la laissais pleurer, mais qu'au bout d'un moment, elle pleurait tellement que moi, je me sentais super mauvaise maman et que je voulais pas incommoder les autres. Et ça, c'est une prise de tête de savoir comment... Ça, on y revient. Jongler entre son ressenti et prendre les autres en compte. Voilà, ça c'est vrai que c'est un... Moi, j'ai pas su faire. Donc, bref, me voilà avec mes gros doutes en me disant... ne comprenant pas que c'est mes doutes à moi de pas accepter de laisser bébé pleurer qui mettait ce malaise-là, c'est retombé sur l'allaitement, sur ma qualité de lait. Donc, il y a ma mère qui revient un jour de la pharmacie avec un biberon et puis du lait en poudre, quoi. Sauf que moi, ça a fait grosse alerte dans ma tête, parce que si tu commences à nourrir ton bébé par d'autres moyens que ton propre lait, le bébé va moins téter, donc tu vas moins produire de lait. Parce que c'est vraiment un cycle, c'est la stimulation du mamelon qui fait que ton corps il dit ah bah le bébé en veut plus, j'en produis plus. Donc si tu commences à en donner moins parce que tu donnes une alimentation à côté secondaire, et ben toi tu vas encore avoir moins de lait. D'ailleurs, juste tu peux raconter que des femmes qui n'ont pas d'enfant et qui mettraient un enfant au sein avec stimulation du téton, ça provoque du lait. Voilà, exactement. Il y a une montée de lait. Ouais. Donc ça, c'est formidable. Ouais. Toutes les femmes, potentiellement, peuvent nourrir un enfant. Et les mammifères. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu le cas avec 2 chiennes que j'avais. Est arrivé un petit chaton dans la famille. Voilà, on prend le chaton. Et les chatons, les tailles étaient un peu similaires. C'était pas des énormes chiens. Et les petites chiennes qui avaient déjà eu des bébés, super contentes de s'occuper de chatons, qui s'allongent, les chatons qui vont téter et des montées de lait. Et les chiennes ont allaité les chats. J'ai eu 2 chiens comme ça, c'était marrant. Donc pareil pour les femmes, c'est fabuleux de pouvoir le savoir. Voilà, on est des mammifères, donc c'est possible. C'est possible. Ce que je sais pas, c'est si jamais les femmes n'ont jamais eu de bébé. Tu sais, je crois que si. Okay, oui. C'est cool. Pareil, stimulation du téton. Et puis une envie aussi. Faut que la femme ait envie de nourrir et les choses se font. Le corps est merveilleusement bien fait. C'est cool. Ouais, c'est la survie de l'espèce. Hein. Oui. C'est, on a des ressources incroyables. Ouais. Donc, me voilà avec mes problèmes dans la tête à me dire oh là là, je sais pas si mon bébé effectivement il a faim, il a pas faim, il a faim, il a pas faim. Mon lait est bon, mon lait est pas bon. Donc discrètement, je me suis quand même éloignée de la maison familiale parce que je sentais que au lieu de résoudre mes problèmes, ça m'amenait des questionnements. Tout en sachant que ma mère nous a élevés, elle a élevé 3 enfants bien, on est en santé, donc je lui faisais confiance. Mais là, je sentais que pour moi, pour ma paix intérieure, c'était trop compliqué à gérer, donc il fallait que je m'éloigne. Donc je me suis éloignée et la première chose que j'ai faite en allant dans un autre appartement, j'ai appelé la Leche League
en me disant, ben voilà, elles vont me donner des réponses si oui ou non il faut que je fasse des analyses ou s'il faut que je donne à mon bébé autre chose à manger. Qui a un réseau, donc, explique en 2 L- mots. Voilà, la Lecce League, c'est une association qui vient des États-Unis au départ. C'est un mot anglais, Lecce. Bah non, Lecce, ça vient de, ça vient de quelle origine ce mot-là? Bon, la ligue, c'est comme une ligue. Mm. Et Lecce, ça vient du mot lait. Voilà. Alors, il y a plusieurs réseaux, hein. Il y a Solidarilé aussi. Voilà, il y en a d'autres. Ok, ok. Et alors, ils ont mis en place dans plein de pays des appels d'urgence de femmes comme ça qui sont en détresse. Et Une ressource hyper importante. Ouais. Hyper important de savoir ça. Ouais. Oui, 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 oui. N'hésitez pas parce que c'est génial. Non, surtout, n'hésitez pas, Ouais. n'ayez pas peur de les déranger. C'est 24 heures sur 24. Ouais. Et c'est gratuit. SOS, Ouais, ouais. maman inquiète. C'est ça, voilà, voilà. Et donc j'ai téléphoné, je suis tombée sur un répondeur qui m'a dit la personne qui est en charge de ce week-end-là ou de cette semaine, vous appelez ce numéro-là. Donc j'ai appelé ce numéro-là et une femme qui décroche, j'entends derrière des gamins qui rigolent, qui chahutent. Je dis bon bah ça évidemment c'est une maman de famille nombreuse et donc je lui explique mon problème en lui disant bah voilà je sais pas trop si j'ai assez de lait, si c'est du lait de bonne qualité, si je dois aller faire des analyses. Et donc elle me dit 2 questions. Est-ce que le matin, quand votre enfant se réveille, il y a du liquide dans sa couche? Est-ce que la couche est pleine? Ah, je dis oui, oui, oui. Bon, bah déjà, ça veut dire qu'elle boit en bonne quantité. Mm. Ensuite, quand vous pesez votre bébé, est-ce qu'il grossit? Oui. Eh ben voilà. Mm. Votre bébé, il prend puisqu'il rend. Parce que c'est difficile de savoir les quantités. Effectivement, quand tu as un biberon, tu mesures tant de millilitres. Mais quand c'est au sein, tu vois que tes seins sont pleins, tes seins sont vides, mais tu peux pas savoir la quantité et la qualité non plus. Et en fait, simplement... Et puis des fois, il régurgite. Alors les mères se disent est-ce qu'il en a gardé ou pas? Oui, voilà, ouais, tous ces trucs-là. Donc, il faut faire une balance sur 3 jours avant de vous inquiéter, de voir est-ce que votre bébé, il remplit ses couches ou pas. Si vous voyez qu'il n'y a jamais de liquide ou c'est très 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 peu, ça veut dire éventuellement peser les couches. Vous saurez exactement ce qu'ils auront mangé en quantité. Et puis si vous voyez qu'ils maigrissent, bah oui, là, il faut peut-être changer quelque chose. Mais s'ils grossissent, bah, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça m'a vachement libérée de savoir qu'on avait une réponse sans avoir à faire des analyses et sans avoir à donner biberon. D'autant plus que moi, je partais sur mon bateau, 1 mois et demi plus tard de la naissance de Maloé, et qu'il était hors de question que j'ai des biberons à laver, parce que la ressource en eau est super compliquée sur un bateau. La ressource en gaz pour stériliser est rare, et puis on n'avait pas d'électricité, enfin juste de quoi faire de la lumière, donc j'aurais pas pu avoir de machine stérilisante. Et on partait en Afrique. Quand on était aux Canaries, on partait vers l'Afrique, donc... ça veut dire c'est quoi du lait en poudre? Où est-ce que tu en trouves? Comment? À quel prix? Et de quelle qualité? Et de quelle qualité? Donc de toute façon, pour moi, c'était non. Il faut qu'à tout prix, j'arrive à allaiter. Il n'y a pas de raison que tout le monde y arrive, tous les mammifères y arrivent, et pourquoi moi, j'y arriverai pas? Donc j'ai tenu tête. C'est vrai que j'ai réussi à... Mais parce que j'avais envie. Après, les femmes qui travaillent, qui ont envie de se sentir plus libres, qui n'ont pas autant ce besoin et cette envie, alors aucun problème pour l'allaitement au biberon. Ouais. Je pense effectivement que donner au départ un peu des anticorps, des patati patata au bébé que nous on a dans notre propre corps, c'est important. D'autant que, alors il y a des études qui ont été faites là, c'est Michel Audin qui en parle, qui dit que en fait les nouveau-nés, c'est extrêmement important qu'ils soient en contact tout de suite directement avec la maman, parce que là c'est tous les microbes et les virus qu'a la maman a aussi les réponses avec ses propres anticorps. Ce qui permet aux enfants qui sortent des ventres des mamans et qui sont posés, mais les premiers contacts, c'est les mamans, leur permettent d'avoir automatiquement une réponse anticorps grâce au lait. Donc on peut imaginer ça aussi pour des bébés nés par césarienne? Nés par césarienne, ça va être plus... oui, il faudrait qu'ils mettent tout de suite les bébés sur les mamans, à peau, nu à nu, pour qu'il y ait ce contact-là.
Parce qu'ils ont fait des études, alors j'aimerais que je retrouve les sources, mais ils disaient que les enfants qui avaient pas été mis en contact avec les mamans directement avaient des terrains plus allergènes, comme on dit. Ils avaient plus facilement des Ah allergies. oui, c'est ça. Ils ont remarqué ça. Et certains ont testé aussi de prélever un peu de substance au niveau du vagin de la maman pour mettre sur le bébé. Ah oui, Tu te qui souviens passe de pas ça? qui passe pas par les voies C'est basses. ça, Ah. pour qu'il ait la flore de la maman. Oh, c'est rigolo ça. Alors je sais plus par quel moyen, si c'était au niveau de la peau ou lui faire ingérer un petit peu, qu'il ait la flore. Très D'accord. important. Bah, si ça vous intéresse, Ces bonnes mesdames, bactéries. renseignez-vous sur ce sujet-là. Ouais, on va creuser aussi. Ouais. Voilà, quelque chose à savoir par rapport à ça. Donc l'allaitement, voilà. Après les durées, pas les durées. Bah pour Maloé, bon, on va rester, je vais rester bien centrée sur le premier bébé. Je l'ai beaucoup trop allaité. Je l'ai beaucoup trop allaité. Bah par envie de faire simple, parce que je suis pas une cuisinière attentionnée qui avait envie de faire des petits plats et des petites soupes à mon bébé. Et que j'avais pas compris à l'époque que elle pouvait manger quasiment que tout ce qu'on mangeait nous, mais qu'il suffisait que moi je le broie ou je le mâche. Bon, j'étais en bateau aussi, donc j'avais pas de machine pour broyer, mais après avec mes autres bébés, même en étant en bateau, je mangeais des patates ou du riz, je le broyais dans ma bouche et je leur donnais à toute petite dose au bébé comme une bouillie. Mais j'avais même pas pensé à ça avant. J'ai trop de stéréotypes de il faut le petit pot, il faut le broyeur, il faut ta. Donc pour me simplifier la vie, pour me simplifier la vie, je l'allaitais. Je lui donnais des morceaux de pain parce qu'elle commençait à faire ses dents. Et un jour, j'ai eu un équipier allemand. Ah non, c'était en arrivant au Cap-Vert quand elle avait 6 mois. Je saute un petit peu les étapes, mais je continue dans la lignée de l'allaitement et de l'alimentation. Donc je la nourrissais exclusivement de lait et je sais pas, de biscuits, de pain, de trucs un petit peu durs qu'elle pouvait rogner parce qu'elle avait les dents qui sortaient. Et puis quand je suis arrivée au Cap-Vert, tout de suite les nanas ont pris mon bébé dans les bras, super, un petit bébé blanc adorable. Et je les ai regardées faire. Et en fait, elles avaient un gros plat de cachupa, c'est une espèce d'énorme soupe où elles mettent une soupe à tout. Elles mettent tout dedans et qui est super épaisse. Et à la petite cuillère, elles prenaient le liquide qu'il y avait dessus et elles le donnaient à mon bébé, tu vois. Ah, mais je dis, mais bon sang, c'est bien sûr. Il suffit que, tu vois, qu'elle... Et donc, j'ai appris à intégrer les aliments petit à petit liquides, un petit peu écrabouillés et à lui donner autre chose à manger. Parce que du coup, en fait, moi, je m'épuisais aussi. Ouais. À lui donner quasiment jusque 6 mois uniquement de mon lait. Wow, faut être en forme. Hein. Faut être en forme si c'est une alimentation unique de lait. Oh, j'avais bien minci. Du coup, j'étais bien mince. À quel niveau pour toi il était l'épuisement du coup? Ça a été un petit peu général parce que pour mon premier bébé, pour Maloé, le papa n'était pas du tout présent. Il était persuadé qu'il savait pas faire et que il voyait pas, il avait pas d'empathie pour elle en termes d'alimentation simplement. Je me souviens d'une fois, j'ai laissé l'après-midi parce que je partais travailler, j'avais trouvé un petit boulot quand elle avait peut-être 8 mois, 9 mois. Et du coup, je l'ai laissée à son papa en disant, bah voilà, tu t'en occupes une après-midi. Et je suis revenue, elle était en larmes, en pleurs dans le bateau. Et il se retourne vers moi complètement incompétent en disant, je sais pas quoi faire. Mais je lui dis, tu as proposé de l'eau, tu as regardé si elle était propre. Oh ben non. Tu vois, j'ai senti que j'étais pas du tout appuyée dans ce truc-là, quoi. Donc, heureusement qu'il y avait les femmes du Cap-Vert. Donc, l'épuisement, il était général. Il n'était pas que lié à l'allaitement. Non, voilà. Mais parce que j'ai pas su, avant, trouver des aides. C'est un petit peu ce que je disais. Délégué, donc. Voilà. Et donc là, les femmes du Cap-Vert, ça a été un soulagement. Génial, elles m'ont appris tellement de trucs, quoi. Ah bah oui, là, c'était communauté, prise en charge... et je regardais comment elle faisait. Donc, ouais, c'est ça, l'alimentation bébé. Alors, surtout, mesdames, ne soyez pas rigides.
Enfin, si vous êtes rigide avec vous-même, avec votre alimentation, vous allez l'être pour bébé. Mais le plus simple, c'est le mieux. Moi, je vois tellement de femmes qui... Ah oui, mais sans sel, absolument. Sans sucre, absolument. Sans... Oui, c'est mieux. Mais quand on est invité quelque part et qu'il n'y a que ça, et que ma foi, euh, restez souple. Le corps humain, même si vous pensez que ça va un petit peu abîmer le bébé, on a une force de pouvoir de régénération, de réparation, de tout. Il vaut mieux être cool, entre guillemets, euh, que d'être trop rigide. Enfin bon, faut pas être extrême non plus. Faut pas donner n'importe quoi et que des bonbons, des sucettes à son bébé. Évidemment que non. Mais faut pas non plus tomber dans l'extrême de dire je vais être une super mauvaise maman, de faire trop de zèle, de vouloir être une maman exemplaire. Parce que ça, je pense que ça nuit autant que d'être la maman qui en fait s'en fout complètement et qui boit, qui fume pendant l'allaitement, qui est complètement elle-même en destruction de son corps. Donc, faut quand même, je sais pas, moi, avec l'expérience, faut pas se prendre la tête, c'est sûr. Il faut rester simple et avec du bon sens. Ça, c'est très important. Si vous donnez à votre bébé tous des petits pots achetés, stérilisés, tout, en croyant faire bien, il y a un moment, ça va lui manquer un peu les vitamines, des trucs frais, des trucs... Mais si vous prenez la tête et que vous pouvez plus sortir faire un dîner chez des potes sous prétexte que bébé, il lui faut sa purée avec les carottes bio et les machins, ben vous prenez la tête aussi, quoi. C'est ça qui est difficile dans la création d'un enfant. c'est, c'est entre l'envie de rien faire, entre l'envie de désister, entre l'envie de trop faire. C'est aussi soit se donner le droit de vivre. Il n'y a pas de maman parfaite, ça n'existe pas. Mais vous prenez pas trop la tête. Faut bien vivre, faut se lâcher les baskets, faut aussi... Bon, je fais que là aujourd'hui, ce serait quoi que ce serait le plus simple pour moi? Bah, et si c'est un petit pot, bah allez-y, c'est pas grave. Et c'est pareil pour le sommeil, par exemple. Toi, comment tu faisais pour à la fois respecter les cycles du sommeil de bébé, à la fois pouvoir sortir Oui, voilà. Eh ben, je sais que pour la première, pour Maloué, comme j'étais beaucoup... j'étais encore vachement jeune dans ma tête, on va dire. J'avais très envie de faire la fête un peu tout le temps. Donc je baladais mon bébé partout, donc je la mettais au sein un peu partout et je la gardais avec moi. Et elle s'endormait. Et elle s'endormait dans mes bras, et je la gardais avec moi. Quand je voyais qu'elle dormait profondément, je l'éloignais dans une pièce un petit peu calme. Et puis jusqu'à ce que j'ai mon oreille toujours qui pointait, et quand elle se mettait à pleurer, je me réveillais, j'allais la chercher, je m'occupais d'elle. Ce qui n'est pas été le cas de ma numéro 4, où moi j'étais déjà plus apaisée, moins envie de bouger, de bruit, de mouvement, d'agitation. Donc forcément, toi t'es différente, tu agis différemment. C'est aussi en fonction de chacun. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est soi-même de se positionner en étant relativement en accord avec ce que tu as besoin sur le moment. Si tu as besoin de faire la fête, bah fais la fête. Mais si tu vois que ton bébé, bah, il hurle tout le temps, il est pas bien, il dort pas assez, bon, bah faut aussi respecter son besoin à lui. Faut trouver l'équilibre. Maintenant, c'est à toi de gérer les besoins. Voilà, les nécessités, on en vient de parler de nécessités. Parce que, oui, juste pour finir par rapport au sommeil, il y a beaucoup de mères, moi, qui me font le retour qu'en étant dans ce nouveau rythme des nuits, des siestes, plus souvent la maison à gérer, plus d'autres choses à gérer, sur des femmes qui n'ont pas encore repris le travail, des fois, les femmes se sentent débordées, pas une minute à soi, une vigilance constante, et surtout de devoir adapter leur vie complètement au rythme de bébé et parfois aussi de se sentir un peu enfermé là-dedans. Est-ce que bébé peut aussi s'adapter au rythme des parents? Ben moi, je lui ai pas laissé le choix. C'est ça. J'ai pas laissé le choix. Je suis allée quand elle avait quel âge? Donc le premier, je suis partie de France, elle avait 1 mois et demi. Dans ces 1 mois et demi, j'ai fait la tournée des copains avec ma voiture. Donc parce que ça faisait donc 1 an que je les avais pas vus.
Et donc, j'avais pas de landau ni de poussette parce qu'en plus j'allais partir. Donc, ma maman m'a prêté une voiture qu'elle avait. Et, merci beaucoup, ça c'est cool d'avoir des mamans. Et j'ai pris, je me souviens, j'ai pris son panier à légumes et j'avais trouvé un vieux landau à la poubelle ou chez Emmaüs que j'avais accroché. J'avais fait un système d'accroche pour si jamais il y a un accident, que bébé soit en sécurité et qu'il valdingue pas partout. Mais je voulais pas m'acheter, tu sais, le siège qui coûtait la fortune. Bon, c'était en même temps il y a 21 ans, donc aujourd'hui tu en trouverais Oui. d'occasion beaucoup moins cher, mais à l'époque il n'y avait pas. Et donc je suis partie au mariage d'une copine. Pendant toute la soirée, elle avait. Quel âge elle avait? Elle avait 2 semaines, Maloué. Je l'avais dans mes bras pendant toute la soirée. J'ai mangé à table au repas dehors. Je lui ai donné le sein et je me souviens, je l'ai posé sur mes genoux en travers, tu sais, les bras qui pendent d'un Ouais. côté, avec une couverture dessus pendant tout le dîner. Quand elle bougeait, hop, je la mettais, je la reprenais, je la mettais au sein. Je l'ai endormie, je l'ai mis dans le petit landau que j'avais, dans le panier, pas trop loin de la piste de danse. J'ai dansé toute la nuit. Euh, voilà. Ensuite, donc j'avais été voir d'autres copains. Et j'ai ma sœur qui avait fait une pièce de théâtre à Paris, qui jouait dedans, c'était la représentation. J'ai été voir la pièce de théâtre le soir, qui durait quand même 1 heure et demie, 2 heures. J'ai fait la même chose, hein. J'ai pris mon bébé dans un grand foulard et dès qu'elle bougeait un petit peu, pouf, je la calais au sein. Et tant qu'elle faisait pas de bruit, tant que- jusque 3 4 mois normalement, si tu ça dort beaucoup, 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 tu les mets au sein, tu leur fais faire l'euro, ils pleurent très, 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 très peu. Sauf Donc, s'ils ont des gaz, sauf s'ils ont des... hmm. Et c'est intéressant de savoir pour les mères que c'est possible d'oser et de, sans culpabilité, de croire qu'elle respecte pas le rythme de l'enfant et que ça va être un déséquilibre pour lui. Voilà, oui, 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 non, Les non. heures, les siestes. Ouais, ouais, ouais. Non, moi j'avoue que j'ai jamais vraiment coordonné ça. Surtout tant que j'étais un peu en voyage et que j'étais pas chez moi. Quand je suis revenue à 1 mois et demi, donc j'ai pris l'avion. Là, j'ai senti que ça lui faisait pas du bien l'avion, qu'elle avait, tu sais, des problèmes de décompression d'oreille. Ouais. Donc je la mettais au sein, histoire Ouais. que Oui, le fait il y a de une téter, succion. voilà, ça lui ouvre les oreilles. Je suis arrivée sur mon bateau, le bateau était sorti de l'eau, on faisait des travaux, donc on vivait dans le chantier, fallait que je monte à l'échelle. Mais j'étais tellement contente d'avoir mon bébé et de le montrer à tout le monde, et j'étais tellement fière, et de retourner chez moi, que le côté pratique pour bébé, j'avais des habits pour elle, c'est tout ce que j'avais investi. Je n'avais rien d'autre pour elle que des habits et des couches que j'achetais. Mais sinon, pas de biberon, pas de poussette, pas de... Rien, rien, rien. Elle avait juste des habits. La nourriture, c'est moi qui lui donnais. Le Une toit... écharpe, du coup, pour la porter? Voilà, j'avais fabriqué une écharpe tube que je mettais... Alors, ce qui fait que j'avais mon bébé qui était allongé et je twistais au niveau de l'épaule et ça lui faisait comme un hamac qui était contre moi. Et même parfois, quand je faisais des files d'attente ou que je me souviens que caché par le hamac, je pouvais sortir mon sein, la faire téter alors qu'elle était là. Et moi, je continuais à éplucher mes légumes, à bricoler, à vivre complètement ma vie. Sans la tenir, du coup. Elle prenait le sein toute Ouais, seule et toi, t'avais tes deux mains libres. voilà, exactement. Super. Super équipée. Ouais, ouais. Hyper pratique. Hyper pratique. Et de toute façon, moi, j'avais pas tellement le choix puisque j'avais pas de voiture, on était en bateau, j'avais qu'un vélo. Ah oui, alors là, le vélo. Fallait que j'aille faire des courses un petit peu loin et puis avec le bébé qui était un peu lourd à porter, j'avais pas de poussette et puis ça m'embêtait d'avoir une poussette parce que je savais pas où la mettre au bateau. Et puis mettre sur les quais, il aurait fallu mettre un antivol, enfin c'était compliqué. Puis ça allait rouiller avec l'eau de mer, donc oui, je faisais la mule, je portais mon bébé. Et à un moment, j'en avais marre, donc je dis je vais prendre le vélo. Et donc j'ai attaché mon bébé dans le dos, au pagne, et je suis allée faire du vélo. J'ai été faire mes courses que j'ai mis sur porte-bagages. Et puis, bon, c'était plein de zones piétonnières, donc c'était pas très très grave. Mais à un moment, j'ai décidé de prendre un raccourci. Il y avait juste à un moment où je croisais 2 voitures, quoi.
Mais je me suis fait traiter d'inconsciente parce que il y avait des voitures autour de moi et que Mm. j'étais en vélo avec un bébé sur le dos. Mm. Et vraiment, j'ai senti des regards de reproche, mais durs. Alors que je voyais pas tellement où pouvait être le danger à partir du moment où tout est en tapis cyclable, les voitures, elles passent bien là. Oui, les accidents, ça peut arriver, mais c'est vrai que moi, je voyais pas non plus pourquoi... Enfin, des accidents de bagnole, il y en a beaucoup plus, des mortels tout le temps. Enfin, et puis parce que j'ai un bébé avec moi sur le dos, que tout à coup, le- puisque j'avais 2 vies en charge et qu'il était plus petit, c'était vachement plus dangereux. Alors que si Mm. j'avais eu un siège bébé avec Mm. bébé assis derrière, les gens m'en auraient pas voulu. Mais je sais pas, il y a eu un. Les gens me. Le fait que j'ai un petit bébé que j'accroche au dos, ça les. Ou alors que c'était peut-être moi qui ai focalisé là-dessus, je sais pas. Mais je sais que là, les gens, ils me trouvaient un peu inconsciente. Mm. Alors que moi, je voyais pas où était le danger, ça me facilitait la vie. Donc ça, c'était les premiers regards un peu de jugement extérieur. Ouais, de vous faites mal, madame, vous êtes une mauvaise mère. Oui, 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 oui. Ouais. Donc voilà, bébé, alimentation alimentaire, retour sur le bateau. Donc qu'est-ce que mon bébé avait besoin? Bah, mon bébé avait juste besoin de mon lait et de nourriture et de quelques fringues. Et Mm. d'être changé avec des couches. Voilà. Donc j'ai passé... La vaccination, pas vaccination, t'avais fait quoi pour Non, pas partir? vaccination. Pas vaccination. J'ai fait ça pour mes 4. Tant que l'enfant restait avec moi et que c'était pas obligatoire parce qu'elle rentrait dans une structure de scolarisation ou de crèche, j'ai pas vacciné. Donc là, par rapport à l'Afrique, ça te posait pas de problème. Ah bah non. Ah bah non. Bah non. Pas du tout. Donc oui, aux Canaries, arrivé à 1 mois et demi Maloué. Vie aux Canaries, après on a sorti le bateau dans l'eau. Euh, alors moi, je prenais mon petit bateau, j'accrochais mon bébé dans le dos. Je prenais mon petit bateau à la rame. J'avais quand même Tu vois, comme quoi je suis pas complètement inconsciente. je me Ça disais, nous rassure, Camille. je me disais quand même, si mon bateau chavire, ça peut toujours arriver, tu vois, Mhm. le petit Mm. dinghy, qu'il crève ou je sais pas quoi, c'était pas bien de l'avoir accroché et noué au dos parce que j'aurais du mal à le détacher et à nager en même temps. Mm. Donc, j'avais trouvé la solution. Je m'asseyais dans le bateau et je posais mon bébé en travers de mes genoux, les bras pendants et les jambes pendantes. Et puis là, je Comme au faisais mariage. voilà, comme au mariage, je faisais ma godille comme ça, et tous les gens me voyaient arriver, me regardaient passer avec mon bébé sur mes genoux, en me disant s'il y a un souci, je pose mon bébé sur mon épaule, je sais que je peux nager comme ça en la tenant la tête Ouais. hors de l'eau, et puis appeler, il y avait toujours plein de bateaux autour. C'était pas, il suffisait que j'appelle et je dise c'est un truc qui va pas pour qu'on vienne me chercher, tu vois. Mais quand même, j'avais fait gaffe à ce que si je tombe à l'eau, s'il y a un truc, je puisse Tu décrocher mon avais bébé. anticipé. J'avais anticipé, mais que là, c'était un truc quand même, je savais que c'était dangereux pour sa vie. Mm. Tu vois, pour moi, il pouvait y avoir quelque chose là où c'était important. Donc voilà, je me souviens d'une situation, mais hyper rigolote après coup. J'ai honte, mais bon, ça fait partie de la vie. Euh, et c'était avant que je mette mon bébé à bien attaché au dos, avant de grimper les échelons qui menaient en haut du quai. Donc j'arrive avec mon petit dinghy et je mets mon bébé dans l'écharpe, tu vois, comme je faisais, qui était contre moi dans le tube. Et tant que j'étais debout, le bébé collait bien, si tu veux, à mon ventre. Et là, j'étais dans le dinghy, je tiens les échelons de l'échelle qui monte en haut du quai, Mhm. et il fallait que je me baisse pour rattraper mon sac ou une des rames. Mhm. Et en fait, je me penche sans trop plier à fond les genoux, qui fait que le bébé, il s'éloigne de moi, et tout doucement, il glisse, et pouf, il tombe dans le fond du bateau, qui est un fond qui n'était pas rigide, tu sais, qui est tout mou. Mm. Donc, il se fait pas mal, il tombe pas de haut, mais c'est quand même la honte. Tu sais, tu Mm. fais tomber ton bébé.
Et donc, discrètement, je reprends le bébé, je me mets dans l'écharpe, je me tiens bien droite, j'enroule bien. Et là, je lève la tête et je vois un canarien, un vieux qui était là et qui me regarde. Bon, je dis rien, je lui souris, j'accroche bien mon bébé, je monte les échelons en tenant le bout du bateau, j'accroche le là, et pendant que j'accroche le bout du bateau, il y a le vieux qui me regarde, qui me dit «J'ai vu, hein». Et moi, ouais, mais, bon, pardon, mais c'est pas fait mal quand même et tout ça. C'est vrai qu'il y avait rien vraiment qui s'est passé de mal. Mais il y a toujours un moment, j'imagine, dans la vie d'une maman où tu te rends compte que bah, tu fais un truc un peu mal ou un geste. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Tant que vous blessez pas le bébé. Un gamin qui se coince les doigts dans la porte, tu peux pas penser à tout parce que t'as des gens autour, parce que. Et si tu vis en permanence à vouloir surprotéger ton bébé, tu vis plus non plus, quoi. Oui, il y a des trucs importants qui tombent pas à l'eau, évidemment. Mais après, c'est solide un bébé, je vous promets. C'est fait pour être souple aussi. Il y a la notion de... Donc c'est aussi de lui faire confiance. Hein. Voilà, le corps d'un bébé, je vous promets, est très souple. Il peut tomber. Et moi, ma gamine, tous les gamins qui sont un petit peu à l'âge où ça bouge, ça tombe. Alors, il ne faut pas les poser à 3 mètres de haut. Mais moi, je sais que dans le bateau, on avait une petite banette là, qui était à 60 centimètres. Et j'avais bien remonté le côté pour pas qu'il tombe. Dès que ça commence à bouger, de toute façon, ça va toujours trouver un moyen pour s'échapper. Alors, à moins de barricader l'enfant, mais il va tomber. Ce qu'il faut, c'est que ça tombe pas de trop haut. Et c'est quoi pour toi, pas trop haut? Je dirais jusque... c'est horrible ce que je vais dire. Hein. Mais je pense que jusque 50 cm, 1 mètre, le bébé, s'il tombe pas directement sur la tête... Évidemment, ça dépend du sol, de la nature du sol et de la chute. Et ça dépend beaucoup de la réaction de votre bébé. Si vous voyez... Donc, savoir observer. Eh oui. Si vous voyez qu'il est plein d'énergie, il est super en colère et que ça lui a fait super mal et qu'il n'est pas content et que ça va bien. Ça veut dire qu'il a l'énergie, que ça ne l'a pas complètement dérangé, l'intérieur du cerveau. C'est que si par contre il tombe de haut et que vous voyez que il a les yeux qui se révulsent, qu'il commence à vomir en jet, qu'il se crispe, qu'il devient tout raide ou qu'il devient apathique, tout mou et tout ça, oui, urgence. Là, on s'inquiète. Là, allez-y. Si vous voyez qu'il a un gros hématome, oui, urgence. Si vous voyez qu'il est en douleur, qu'il couine, oui, urgence. Là, oui. Mais moi, les miens, ils sont toujours bien tombés. Un peu en souplesse où ça râlait, mais tu sentais que ça couinait et qu'au bout de 5 minutes, ça se calmait. Voilà. Je pense qu'il faut avoir un bon sens. Justement, est-ce que tu avais une trousse de premier secours en homéopathie ou autre ? Alors, j'ai pas été très homéopathique au départ, ni aujourd'hui, je dois l'avouer, que je dis pas que ça ne fonctionne pas, mais c'est vrai que j'utilise très, 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 très peu de médicaments. Ce serait... Est-ce qu'il y avait des soins particuliers du coup, pour les laver ou des choses que tu utilisais particulièrement ? Non, j'utilisais pas spécialement un shampoing bébé. J'utilisais juste nous, ce qu'on avait. En plus, comme on était en bateau, souvent on se lavait à l'eau de mer en fait. On avait et je shampouinais bébé. Je prenais un savon un peu doux. Je prenais même la même chose que nous. Moi, je partais donc du principe. Bébé à l'eau de mer aussi. Ouais, bébé à l'eau de mer aussi. Par contre, il faut bien sécher. Ouais. Avec une serviette. Oui, c'est important, ça les plis. Ouais, bien séché bébé. Bébé bien rond avec plein de plis. Voilà. Ouais, c'est ça. Dès qu'il y a ça stagne, l'eau, la sueur, les pipis, non, là, il faut y aller. J'ai eu seulement Andrea, après j'en parlerai, qui a eu vraiment des gros problèmes de fesses irritées. Mais c'est parce que j'utilisais des couches lavables. Ce qui n'était pas le cas pour la première, du coup. Non, là, Maloé jusqu'aux Canaries. Jusqu'aux Canaries, dans les civilisés
Donc c'était en Espagne, les Canaries, jusqu'à ces 6 mois, j'utilisais des couches jetables. Et donc, ouais, on peut... Ah oui, alors, Et après, t'es passé en couche lavable. Voilà, quand D'accord. j'arrive au Cap-Vert. Donc, Ok. je vais finir l'anecdote aussi Ouais. des Canaries. Comme quoi, je suis vraiment une très, très mauvaise maman. J'arrive aux Canaries. Alors, toujours la même scène où j'arrive avec mon bébé, de l'annexe, je monte les escaliers. Et là, je me rends compte que j'avais mal positionné une des rames dans mon annexe. Et en reculant, l'annexe, pouf, saute à l'eau. Tu vois, part à l'eau. Et toi, si tu n'as pas de rame pour rentrer dans ton bateau, si tu perds ta rame, c'est vraiment hyper, hyper embêtant. Et si tu te dépêches pas, ta rame, elle va partir hyper loin. Ouais. Et soit tu la perds, soit elle coule. Bref, j'étais vraiment dans l'urgence. Et j'étais sur le grand port, là, au milieu du... Et Maloué, donc n'avait pas 6 mois, ne marchait pas. Tenait assise, mais ne marchait pas du tout. Se déplaçait pas à 4 pattes, n'était pas mobile. Et donc, j'avais mon bébé sous les bras, toute seule. Et là, je vois un couple qui arrive, d'Espagnols. Et je leur dis en espagnol, excusez-moi, je suis désolée, est-ce que vous pouvez me tenir mon bébé pendant 5 minutes? J'ai un problème avec mon bateau. Ouais. Et moi, quelqu'un me demande ça, je serais tellement contente de lui rendre service, tu vois, que j'ai pas du tout imaginé, mais ils m'ont répondu, ah non, 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 mais vous êtes malade, madame, de me confier dans votre bébé. Sauf qu'il y avait personne d'autre là. Moi, je pouvais pas me dépêcher avec mon bébé d'aller chercher la rame, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon pagne dans lequel je tenais bébé, je l'ai posé au sol, j'ai assis mon bébé bien au milieu du port, loin de l'eau. Je savais qu'elle n'aurait pas le temps, enfin, elle pouvait pas marcher. Ouais. Donc, au pire, elle pleurait, tu vois. Mais c'était pour moi une question de survie. Ouais. Et donc, j'ai planté mon bébé là, devant le couple. Avec les Espagnols à côté. Les Espagnols qui m'ont regardé, mais complètement ahuri. Et j'ai couru pour aller récupérer ma rame. Et bien évidemment, ils se sont pas éloignés, les gens. Eh oui, bien sûr. Mais je vais dire, voilà. Pour moi, c'était ma solution du moment. J'avais pas le choix. Donc, il y a des moments, oui, on passe pour des super mauvaises mamans, mais même si aujourd'hui, je me considère pas comme une mauvaise maman, parce qu'il fallait que je trouve une solution à mon problème, et c'était que celle-là. Et tu avais mis bien les paramètres de sécurité en place. Évidemment. Pour que les choses se fassent. Bah oui, oui. Et justement, là, ton couple, à ce moment-là, la relation de couple. Ah, la relation de couple avec... ah oui. Eh bien, écoute, ça se passait bien, comme avant, on va dire. J'ai pas noté de changement, à part que lui, il travaillait. Donc, il revenait le midi, je cuisinais le midi, je faisais beaucoup de salades. Il revenait le soir. Il n'y a pas eu de gros changements. On a repris la vie sexuelle dans la semaine qui a suivi la naissance de Maloué. Très, très, très rapidement. Mais moi, j'avais juste là les petits points de suture, mais 3 jours, c'était hyper superficiel. Ça avait été pas de douleur particulière. Pas du tout de douleur. Moi, très contente de voir que tout était rentré en place. Et tu avais déjà du désir au bout d'une semaine? Alors, c'était mitigé, je crois, entre désir et savoir si tout était resté en place. Tout s'était remis en place. Tu vois, curiosité ouais, voilà, exactement. Faire plaisir aussi à mon bonhomme, qui n'était pas spécialement insistant. Je pense que si je lui avais dit non, il aurait été complètement dans le respect de... Donc oui, j'ai tout de suite repris une activité sexuelle. Et du coup, une redécouverte de ton corps ou pas? Moi, j'ai pas senti de changement. Ok. J'ai pas senti de changement. À savoir aussi que j'avais pas du tout la même sexualité que j'ai aujourd'hui à 47 ans. Ouais. J'étais pas du tout... beaucoup moins dans le plaisir à moi. J'étais beaucoup plus dans le plaisir à l'autre. Donc moins dans ton ressenti, voilà, dans tes perceptions et dans tes transformations. Exactement. Je pense que si c'était aujourd'hui, je suis pas du tout la même femme. Donc mon rapport au corps n'est pas du tout le même. Bien sûr. Mais oui, reprise de vie sexuelle. Et on revient sur la notion aussi que j'ai dit avant, qui était dans l'épisode numéro 2, qui était de toute façon, moi, il fallait que je montre que je sache faire. Et que je ne serais pas touchée par ça. Et que et comme je n'avais pas cette relation à l'homme qui doit faire attention à moi, je n'avais pas ce côté de dire
de trop m'écouter et que l'homme me donne de l'attention à travers mes problèmes à moi. Tu vois ce rapport qu'on avait déjà discuté dans l'épisode numéro 2 ? Et de prendre soin de toi, d'être attentive aussi à toi. Voilà, moi il fallait que ça passe. De toute façon, ça allait bien, tati tato. Donc j'étais pas en mode m'apitoyer sur moi. Ouais. M'écouter, tout ça. Mais si j'avais ressenti de la douleur, si j'avais eu des saignements, évidemment que j'aurais pas fait. C'est-à-dire que je respecte par contre je respectais mon corps, les limites de mon corps. Mais au niveau émotionnel, j'avais pas de blocage. Mais non, vraiment impeccable. Ok. Impeccable. Et puis mon homme m'a pas spécialement dit je te sens plus, t'es trop ouverte. Oui. J'ai pas eu de retour négatif. Parce que j'avais un petit peu peur. J'avoue que j'avais un petit peu peur de ça. Ça m'a un petit peu... Et même dans mon inconscient, je sais que après avoir été maman de deux gamins, et que je faisais l'amour, parce que j'ai eu des partenaires différents, parce que je m'étais séparée du papa de Maloé, je me disais mince, je suis trop large, ils vont pas avoir assez de plaisir, ils vont moins m'aimer. Ouais, j'avoue que j'avais... Donc je me travaillais à serrer le périnée. Justement, tu as fait une rééducation du Alors périnée ? j'ai fait une rééducation toute seule, puisque quand je suis partie après en bateau, j'ai pas eu de suivi de personne. Mais tu savais ce qu'il fallait faire ? Bah oui, en tant que kiné, moi j'avais déjà travaillé, j'avais fait des rééducations périnéales aux femmes, donc je savais de quoi je parlais. Et donc ça, tu as fait ça régulièrement, tu t'y es tenue ? Pas tellement, parce que j'ai senti que comme j'étais très très sportive et je continuais à marcher, à me balader, se faisait, quoi. Mon plancher pelvien, il était là. Il était là. J'ai eu des problèmes plus tard, où un peu, je veux dire, avec l'âge, où je sentais que si j'éternuais 3 fois, je faisais du pipi dans ma culotte. Donc là, j'ai dit, bon, allez, au boulot, on s'y met. Et quelques exercices de rééducation, un petit peu de trampoline, des trucs comme ça. Et tu as vu le résultat rapidement ? Oui, ça se met en place assez rapidement. Mais ça se repère aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments à entretenir. où... Ouais, exactement. Là, à 47 ans, effectivement, je sens que ça peut être vachement bien de faire de la course à pied, du trampoline, de faire la chandelle, tu sais, les jambes en l'air, pour remettre tout ça en place. Donc voilà, en gros pour les Canaries, donc elle avait 6 mois, de 1 mois et demi à 6 mois. J'avais décidé d'essayer de la mettre dans l'eau. Parce qu'on était aux Canaries, il y avait de l'eau chaude et tout ça. Ouais. Et je voulais voir si mon bébé, il faisait bébé nageur. Oui. Ouais. Sauf que je ne l'ai pas fait pendant 1 mois et demi. Ouais. Donc j'ai essayé quand elle avait 2 mois, 3 mois. Et ben ça ne marche pas. J'ai essayé, tu sais, de la faire couler. Elle allait bien et tout ça. Je mets la tête sous l'eau, je le mets la tête sous l'eau. Et en fait, elle avait pas du tout l'air d'aimer, quoi. Je sais pas comment les gens y font. Je pense que ça s'entretient dès le départ. Mais la pauvre pitchoune, je faisais des essais. Mais bon, j'ai pas du tout maintenu, tu vois. J'ai mis la tête sous l'eau et puis j'ai vu que ça n'allait pas. Un autre truc aussi, quand on était comme quoi j'étais quand même une mère détendue, on va dire. Me souviens d'avoir fait la fête au bar là avec des potes. Tu vois tout le monde qui prend l'apéro et tout ça, et Maloé qui avait déjà près de 6 mois, donc on avait marre de rester que sur mes genoux. Donc tu vois, je mettais un pagne par terre et je la laissais par terre. Et en fait, tous les gens étaient super sympas avec le petit bébé qui commençait, tu vois, à regarder. Ouais. Mais par contre, il faut faire attention parce qu'une fois, je l'ai trouvé avec un mégot dans la bouche. Ah oui. Ça, ils adorent tout ce qu'il y a. Ils sont très attirés par les mégots. Ouais, les mégots, les cailloux, toutes les crasses qui c'est possible et inimaginable. Et du coup, tu as eu le temps de lui ressortir le mégot ? Oui, je la voyais qui mâchait un truc, tu vois. Puis je me dis, qu'est-ce qu'elle mange ? Alors, hop, je mets le doigt dans la bouche, je retire. Oh non, un mégot, Berk. Mais bon, écoute, honnêtement, il y en a un paquet de mes enfants qui ont... tu peux pas tout contrôler, tu peux pas tout... Et à chaque fois que mes enfants, je les laissais fonctionner... bon, je les laisserai pas dans une rue dégoûtante, au milieu de crottes de chiens, des choses comme ça. Mais
Mais bon, manger des cailloux, manger de la terre, goûter le sable, euh, ça fait partie. Ça fait partie. Justement, ça renforce le système Ouais, immunitaire. exactement, exactement. Oui, c'est ça. Et oui, il faut faire attention que ce soit pas des trucs tranchants, coupants, des bouts de verre, non. Donc il y a quand même une vigilance à avoir, mais il faut encore une fois, c'est la voie du milieu. Mm. Vous pouvez pas empêcher votre enfant de, de toucher tout et de tout mettre à la bouche. C'est comme ça qu'ils connaissent les choses. C'est comme ça qu'ils testent les choses. Et alors, je vais dire, ça dépend éventuellement de l'environnement, mais moi, je sais que ça m'a toujours un petit peu perturbé de voir ces parents qui ont des enfants avec des tétines et la tétine tombe par terre et qui changent de tétine pour l'aseptiser, mettre de l'alcool dessus, de patati patato. C'est pas... Non, moi je pense que l'enfant est capable d'assumer les bactéries et les virus qu'il y a tout autour de soi. Et justement, tétine, pouce, est-ce que Maloé a appris? Alors moi j'avais pas envie de tétine parce que justement comme on partait C'est un objet Oui, extérieur. exactement, c'est encore un truc à gérer. Et je ne voulais pas avoir géré trop de trucs genre le doudou que t'as perdu, oh non non non, ils peuvent plus s'endormir avec. Donc au début j'ai pas voulu. Après j'ai regretté parce que c'était moi la tétine géante en fait. Mm. Et que quand j'ai vu que Maloé, il lui fallait quelque chose pour s'endormir de téter, j'ai essayé un petit peu de lui mettre le pouce dans la bouche et j'étais bien contente qu'elle mette le pouce dans la bouche à certains moments. J'ai essayé de favoriser, Mm. mais elle a jamais continué. Donc c'était moi qui étais devenue la tétine. Mm. Au début, j'étais très contre. Non, il ne faut pas, c'est antinaturel. Tu sais, j'avais un peu des principes et des Mm. valeurs. Après, les numéro 2, numéro 3, j'aurais bien aimé qu'ils prennent la tétine, mais ils ont jamais voulu. Mm. Donc, voilà. Bon, en même temps, c'est pratique, c'est sûr. Mais après, quand je vois des enfants qui, jusque 4-5 ans, ont la tétine, je me dis, bon, ce serait pas mal de les sevrer. Mais moi, j'y suçais mon pouce jusque super tard, donc Mm. bon. Ça, c'est vraiment en fonction des parents. Et puis après, donc on est arrivé au Cap-Vert. Et donc on a traversé en bateau. Elle avait 6 mois. Pendant la traversée qui a duré 5 jours, ma gamine a commencé à faire de la fièvre, de la fièvre, de la Mm. fièvre, de la fièvre, de la fièvre, de la fièvre. Et dans ma trousse de pharmacie, que Mm. on en revient, globalement, j'ai que du Doliprane. Mhm. J'avais que des Doliprane et des antibiotiques. Truc que si jamais en bateau t'as un souci, Mm. des fils de suture s'il faut recoudre, un truc anti-venin en bateau qu'on avait dans ma trousse à pharmacie, euh, et voilà, pas de thermomètre par contre. Il a eu dû casser en route et Mm. j'avais pas racheté. Et là, ma fille qui commence à faire de la fièvre, de la fièvre. Donc je commence à m'inquiéter, qui mange de moins en moins, qui commence à régurgiter. Et le quatrième jour, non, troisième jour, combien c'était? C'était 6 jours de traversée, 5 ou 6 jours de traversée. Mm. Là, je commence à vraiment paniquer parce que elle est bouillante. Mm. Tu sais, cette espèce de truc où tu la sens, et apathique, tu sais, Mm. toute molle, sans Mm. énergie et tout ça. Et là, j'ai appelé Jeff parce que je faisais mes quarts aussi, tu sais, j'étais à la barre derrière, je prenais mon bébé avec moi, je l'emmitouflais dans des couvertures, je l'avais toujours contre moi parce que je la sentais pas bien, donc Mm. fallait que je la surveille un petit peu tout le temps. C'est arrivé à un point où je l'ai sentie tellement chaude que je l'ai trempée dans l'eau froide, tu vois. Mm. J'ai enlevé les habits, je me suis dit, il faut faire descendre la température. Mm. Et c'est marrant comme j'ai trouvé des ressources de Mm. bon sens, Oui. où tant qu'elle avait la fièvre, je lui donnais un peu du Doliprane, mais c'était compliqué de lui donner puisque c'était qu'en allaitement, Mm. donc pour essayer de faire descendre la température. Et quand j'ai vu que c'était trop, là tout de suite je me suis dit, il va falloir refroidir. Mm. Donc la laisser à l'air, la laisser un peu dans le froid, et puis après la rhabiller pour pas qu'elle ait trop froid. Mm. Et là j'ai dit au papa, écoute, si demain matin ça va pas mieux,
on change notre route et on se dirige vers Nouakchott, vers la La Mauritanie. première terre, en fait. Voilà, exactement. Mm. La première terre, au plus près, même si c'était en Mauritanie, Oui. n'importe où, mais Ouais. on avait besoin d'un médecin et de l'aide, quoi. Mm. Et fort heureusement, le lendemain matin, déjà, elle remange beaucoup mieux, elle ouvre mieux les yeux, elle reprend un petit peu de force. Donc, je me fais ouf. Bon, il nous reste que deux. En fait, il nous restait un jour pour aller en Mauritanie ou 2 jours pour aller là où on voulait aller, Mm. au Cap-Vert. Donc, on a dit, bon, là, je sentais que le pronostic vital n'était pas vraiment en cause, quoi. Donc, on a dit, bon, on continue jusqu'au Cap-Vert. Et puis on a mouillé à la rade de Mordera au Cap-Vert et on passe la nuit parce qu'on était crevés, hein, on ne Mm. pouvait pas aller tout de suite arriver dans un port et demander à un taxi d'emmener à l'hôpital. Et donc on a mouillé et on a dormi et le lendemain matin, elle pétait la forme et elle avait sa première dent qui avait percé, Waouh. tu vois. Mm. Donc effectivement, ça peut être très 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 fort les histoires de dents. Et ça s'est passé en une journée. Et justement, ça, pour aider aux dents, après, tu as fait quelque chose. Alors, il y en a qui parlent de l'ambre, d'autres méthodes. Avec Maloé, je lui donnais des trucs durs à rogner. Ouais. Tu vois, des bouts de bois flottés, des morceaux de pain, des quignons de pain. De toute façon, il trouve n'importe quoi pour mordre. Mais pas d'aide extérieure particulière. Non. Mais effectivement, j'ai souvenir de nuits pénibles elle avait mal et donc moi servir de tétine, quoi, de Eh oui, oui, oui. compensation à sa douleur de gencive. Mm. Pour Maloé, j'ai fait ça. Pour les autres, je sais plus trop. Oui, des gens m'avaient donné des colliers d'ambre, j'ai mis. Mm. Mais je n'ai pas trouvé que ce soit plus, moins. Efficace. Ouais, Ouais. non, quand ils ont Mm. mal, ils ont mal. C'est un mauvais moment à passer. Et c'est une nuit, 2 nuits dans la période de maternité où, oui, ils dorment mal, toi tu dors mal, ils râlent, ils sont fatigués, ils sont pas contents et nous non plus. Et justement, toi, est-ce que tu as pu t'adapter aussi aux siestes, pouvoir faire des siestes en même temps que bébé, sur des nuits qui ont été plus compliquées, où tu as moins dormi pour être moins épuisé, ou est-ce que du coup tu avais des journées très actives, quand bébé dormait, toi tu faisais des choses et ça a pu participer à ton épuisement des 6-8 mois, ou comment tu as fait Alors, par rapport à ça? pour Maloé, tant que j'avais pas de travail, effectivement, je faisais pas mal de siestes. Tant que j'étais en bateau et qu'on visitait, qu'on se Donc baladait. tu te régénérais quand même. Ouais, ouais. Et en fait, c'est quand on est arrivé au Cap-Vert où là, j'ai trouvé du boulot parce que il fallait à un moment bosser aussi. On y est resté 1 an au Cap-Vert. Là, je me suis épuisée parce que papa pas présent. Mm. Parce qu'en même temps, en fait, j'ai acheté un bateau plus grand parce que notre bateau était vraiment très petit, il faisait 7 mètres. Pour 3 personnes, c'était trop petit. Donc moi, ma maman a vendu une maison et comme mon papa était décédé, j'ai touché des sous. Et avec ces sous-là, j'ai acheté un bateau plus grand parce que je voulais continuer ma vie en bateau, je voulais pas me poser ailleurs et ça faisait sens pour moi Mm. d'acheter un plus gros bateau. Et en fait, ça a été un catalyseur aussi de la séparation avec le papa après. Parce que, pour des raisons X et Y. Mais du coup, j'avais à gérer un bateau, un bébé. Oui, si je dois quand même dire quel était le catalyseur du problème avec le papa, c'est que en achetant le bateau à mon nom, puisque c'était avec mes sous, lui, il prenait beaucoup trop d'initiatives sans jamais rien me demander comme avis. Mm. Tu vois, c'est moi que j'ai. Mais c'est avec du temps que j'ai vraiment ressenti ça. Et à un moment, je lui ai dit, écoute, ce serait pas mal que tu presses pas des initiatives comme ça. C'est un peu mon bateau aussi. Et comme c'était lui qui était marin, qui était capitaine, qui avait la connaissance et que moi j'étais censée être celle qui suivait, ça a clashé. Tu vois, il y a eu un moment où il a dû se sentir en perte de pouvoir et donc il s'est complètement rabattu et isolé dans son propre bateau. Mm. Tu vois, on avait 2 bateaux du coup. Vous aviez gardé les 2 bateaux. Voilà. Et en attendant, nous, de vendre le sien, ou voilà. Et là, du coup, a commencé vraiment la séparation physique. Mm.
où lui, il vivait sur son bateau et moi, j'ai commencé à vivre sur le mien. Mm. Mais je devais m'occuper à plein temps de Maloué, m'occuper à plein temps de m'occuper de mon bateau, de le mettre en route. Et en plus, j'avais trouvé un boulot dans le sud de l'île en tant que masseuse kiné dans un hôtel. Je me levais le matin, j'allais déposer 3 jours par semaine, je travaillais dans l'hôtel du Sud. J'avais trouvé une super famille d'accueil. Elsa, elle s'appelait, qui était une Capverdienne qui avait 3 enfants, avec qui je m'étais super bien entendue. Et ses enfants, ils allaient bien, ils étaient beaux. Et elle avait une grande qui devait avoir 8 ans. Elle avait un garçon qui devait avoir 5 ans, qui était hyper... Et elle avait un petit bébé aussi de 2 ans. Et moi, j'arrivais avec mon bébé de 6 mois. Donc, on a été complètement adoptés par la famille. Un mari très, 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 très sympa. Alors eux qui avaient rien, mais rien de rien. Ils avaient 4 murs, 4 matelas qu'ils mettaient par terre tous les nuits et un réchaud, 4 casseroles. Moi j'avais l'impression d'avoir pléthore de choses pour le bébé comparativement à eux, même par rapport à moi. Et donc je leur les voilà, le deal c'était moi je travaillais et elle me gardait mon bébé et en échange je la payais quoi. Et le papa est complètement sorti de l'histoire et du coup, c'est là où petit à petit je me suis épuisée à tout faire, à tout vouloir faire, à vouloir être super maman. Donc attention à ça. Ça faisait beaucoup là. Ouais, exactement. Et voilà, après la pauvre Pichoune, c'est vrai que du coup de la séparation, de tout ça, moi j'étais en problématique personnelle assez importante, de pas... Du coup, heureusement qu'il y avait les Capverdiens qui étaient là. En fait, c'était terrible parce que ce que je ressentais, c'est que moi, avec ma détresse de voir mon couple partir à la dérive et de pas avoir de solution, j'avais l'impression que j'abîmais mon enfant. De pas être bien, de pas aimer passer mes soirées à m'en occuper, à faire risette avec elle dans le bateau. Je me sentais en fait pas mal seule. Et du coup, le soir, j'allais dans le village et puis avec les copains et je passais beaucoup de temps à l'extérieur et pas chez moi, tranquillou avec mon bébé. Je m'en occupais pas vraiment, tu vois. Elle était là. Elle te suivait, elle était tout le temps avec toi, mais... Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc là, t'avais de la culpabilité. Ouais, beaucoup de culpabilité de pas être capable qu'elle me comble, elle, simplement, d'amour. Et en fait, j'avais besoin d'un amour... plus paternel, homme, que j'ai pas eu et que moi j'arrivais pas à créer en moi. Donc la petite Minette, elle avait pas grand chose, elle avait des miettes quoi. J'assurais évidemment ce qui était de la nourriture, de l'organisation, d'un toit, de vêtements, mais de temps privilégié avec elle, c'était quand on se douchait, quand on se lavait. J'arrivais à avoir des petits moments de connivence, que je m'entendais bien avec elle, ça rigolait bien. Mais ça me suffisait pas. Et du coup, je culpabilisais énormément d'être une mauvaise maman pour elle. Et oui, ça c'était pas facile à gérer. En fait, c'est tout ça l'apprentissage d'être maman. Qui est comment vivre tes émotions, tes histoires de vie, en plus d'avoir un enfant avec toi. Oui, tout à fait. Ouais. Et comment gérer ça. Donc heureusement, il y avait les super Capverdiens qui étaient là. Et en fait, ce qui m'a un petit peu guéri de ça, c'est l'histoire de vie, c'est rigolo. C'est qu'à un moment, le papa, en fait, il est parti avec son bateau. Il m'a laissée toute seule, il m'a plantée. Alors qu'on essayait, tu vois, de garder... un lien, une relation. Voilà, moi j'aurais aimé qu'il prenne Maloué, qu'il s'en occupe. Mais il est jamais venu la chercher. Et on dînait encore régulièrement ensemble sur mon bateau. Je lui disais, viens dîner, machin truc. Et de temps en temps, on passait des nuits ensemble. Mais ça s'éloignait jusqu'à un moment qu'il s'en aille. Ouais, je vais faire un tour en bateau. Moi, je vais m'amuser. Il y avait un bateau qui était là avec des gens qui s'entendaient bien. Et il dit, je me casse. Sauf que pour moi, ça m'a vraiment perturbée. Parce que je me sentais vraiment toute seule avec moi, bébé, bateau. Et là, j'ai moitié plongé dans la grosse dépression.
Et à ce moment-là, j'ai une copine, Jojo, là, qui partait en bateau, elle, dans une autre direction, à Dakar. Et elle me dit, bah, si tu veux, tu viens. Et c'est vrai que ça faisait déjà, on va dire, 7-8 mois que j'étais là dans mes histoires, mes problèmes, patati patata. Et j'ai demandé à Elsa, qui s'occupait depuis 6 mois de Maloé Ouais. 3 fois par semaine, je lui ai dit, écoute, tu peux me la garder pour une semaine? Parce que je sentais que moi, j'avais besoin de prendre du recul. Je sentais que j'abîmais mon enfant. Je lui faisais du mal. Et que j'avais besoin de... Et que le papa de Maloé m'abandonnait. Je trouvais ça hyper injuste. Et que je voulais prendre un temps pour moi. Et donc, je suis partie avec Jojo, Cap-Vert, Dakar. Sauf qu'on a eu un souci de temps. C'est-à-dire que on a fait le record de longueur de traversée parce qu'il n'y avait pas de vent et qu'elle n'avait pas de moteur. Donc, au lieu d'être une semaine sans ma gamine, j'y suis restée 2 semaines et demie avant de revenir. Comment tu l'as vécu, ça, la séparation de Maloé? Eh bien, en fait, au début, c'était tout cool parce que c'était un petit peu retrouver, toi, ton célibat, ta vie toute seule. Voilà. Mais quand j'ai vu que ça allait durer beaucoup plus, j'ai commencé à me sentir mal. Qu'elle a besoin de moi, qu'elle a besoin de moi. Et que à la fin, au lieu de rentrer en bateau, j'étais prête à rentrer en avion. Mais heureusement, on a eu du temps qui permettait de revenir. Sauf que quand j'ai retrouvé mon bébé, je me disais, je suis peut-être une mauvaise maman, mais je suis sa maman, quoi. Tu vois, le truc où tu te dis, waouh, je m'en fous, c'est quand même la mienne, je vais faire ce que je peux, même si je suis nocif pour elle, c'est moi qui m'en occupe. Tu vois, c'est... Ouais, je peux pas la laisser comme je ça. peux pas je peux pas l'abandonner, je peux pas. Et ça, quelque part, ça m'a aussi vachement soulagée à dire, ok, bon, tu fais ce que tu peux, mais tu le fais. Fais-le. C'est mon bébé, il a besoin de moi. Donc voilà, ça avait été... ça a switché un truc en moi. En dire, bah ouais, je suis toute seule, j'ai personne pour m'aider, mais allez, c'est comme ça, on y va, je fais ce que je peux. Et voilà, puis bah, après, la vie, elle a continué un petit peu comme ça. À faire grandir ton enfant, et avec les mêmes méthodes, les mêmes... Et ça grandit. Super. Voilà. Et puis bah, les premiers pas, c'est trop mimi. Et puis voilà. La vie va, la vie grandit. Et maintenant, grande bonne femme de 21 ans qui va bien. Est-ce que tu as des... Non, c'est bien. Hein, c'est assez complet niveau... Ouais. J'espère que voilà, vous allez prendre plein de choses dans ce qu'on vient de dire. Mesdames, vous qui êtes en problématique, peut-être allaitement, besoin... Questionnement. Ouais. En tout cas, vous avez une expérience là. Ouais. Par rapport aux peurs de manquer aussi, il ne faut pas vous inquiéter, le bébé, il n'a pas besoin de grand-chose. Et oui, juste quand je suis arrivée au Cap-Vert, par exemple, il n'y avait plus de couches à laver, à jeter. Ça n'existait pas à l'époque. Donc, les femmes m'ont montré comment laver tes couches, comment nouer des couches lavables. Et bah, du coup, ça coûtait rien. Donc, il y a toujours moyen, si on veut, moi, je dépensais quasiment rien pour Maloé, vraiment. Ça m'a rien coûté. Donc, mesdames, vous inquiétez pas. Ça n'a pas besoin de grandes choses. L'essentiel. Voilà, c'est ça. On peut revenir à l'essentiel. Voilà. Bah, super, écoutez, merci Camille. Ouais, merci à toi encore d'être intervenue au moment où il fallait. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous aimez, à nous donner des retours de notre petite causerie. Et puis bah, bonne maternité à vous. Prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous et à une prochaine fois. À très bientôt. Bye bye.